Chunk One. Tom Selleck semblait être le mari et le père parfait. Mais dans ses mémoires de 2024, il a fait une confession qui a stupéfié tout le monde. Il s'est qualifié de personne volage qui évitait les femmes et était incapable de s'engager dans une relation amoureuse. Il a admis avoir souffert pendant des années de problèmes émotionnels et de dépression qui l'ont presque détruit. Ses amis pensaient le connaître. Ses fans croyaient à l'image qu'il projetait, mais le vrai Tom Selleck cachait quelque chose de bien plus sombre. Ce qu'il a révélé sur ses luttes personnelles entre 1967 et 1982 explique pourquoi son premier mariage a réellement échoué. La vérité est déchirante. Tom Selleck est né le 29 janvier 1945 à Détroit, dans le Michigan, à une époque où le monde essayait encore de se remettre de la douleur de la Seconde Guerre mondiale. Son père, Robert Dean Selleck, venait de rentrer de la guerre où il avait travaillé comme mécanicien sur des bombardiers B-29. Pendant l'absence de Robert, le jeune Tom, son frère aîné et leur mère ont vécu avec des proches, attendant son retour. Lorsque Robert est finalement revenu en 1947, la famille était réunie, mais l'argent était rare. Robert travaillait dans l'immobilier, mais n'était payé que s'il vendait une maison. Parfois, ils gagnaient à peine de quoi survivre. Pourtant, leur foyer était empreint d'une force tranquille et de valeurs simples. Pas de grandes leçons, juste des actions. Tom dira plus tard que ses parents n'ont jamais fait de longs discours sur le bien ou le mal. Ils le vivaient simplement. En 1948, alors que Tom n'avait que 3 ans, la famille a emballé tout ce qu'elle pouvait faire tenir dans une seule voiture et a déménagé à travers le pays jusqu'à Sherman Oaks, en Californie. Le GI Bill les a aidés à verser un acompte sur une petite maison. C'était un grand acte de foi. Ils ont laissé derrière eux les hivers glacials et la fumée des usines de Détroit, les échangeant contre le soleil et l'air frais de la Californie. À l'époque, Sherman Oaks était une petite banlieue d'environ 15 000 habitants seulement, mais elle se trouvait à seulement 16 km d'Hollywood. Le nouveau monde de Tom était rempli de palmiers, de jeux de balles et de montagnes au lieu de fumée d'usine. Son père avait toujours du mal à gagner de l'argent régulièrement, ne gagnant parfois que 200 $ par mois. Mais le déménagement a planté quelque chose en Tom, une résilience tranquille. Au moment où il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1962, il économisait de l'argent en vivant chez lui et en étudiant au Los Angeles Valley College. Au lycée, de 1959 à 1962, Tom s'est fait remarquer non pas pour ses notes, mais pour sa taille et son dynamisme. Avec 1,93 m, il dominait le terrain de basket, marquant environ 12 points par match et attirant l'attention des recruteurs universitaires. Il n'était pas un élève brillant. Chunk 2. La plupart de ses notes étaient des C, et il ne se souciait pas beaucoup des devoirs, mais sa présence était impossible à ignorer. Il a rejoint la fraternité Sigma Chi et a également joué au baseball, menant la vie typique d'un adolescent californien avec des cinéparcs et des après-midi ensoleillés. Il a failli être renvoyé de l'université à cause de cela. Dans un moment d'honnêteté lors d'une interview en 2024, Tom a admis qu'il ne s'était guère appliqué en classe, mais il a également découvert autre chose pendant ces années. En 1965, un entraîneur l'a invité à essayer le métier d'acteur. Ce moment a tout changé. Bien avant les projecteurs, Tom travaillait comme n'importe quel autre enfant dans les années 1950. Il livrait des journaux à vélo pour $1 par semaine, aidait son père à tondre les pelouses pour 5 $ la cour et faisait visiter des maisons pour de minuscules commissions. Leur famille vivait parfois avec seulement 300 $ par mois. Ce genre de vie a appris à Tom quelque chose qu'il allait emporter à Hollywood. Comment continuer, même quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite. À l'âge de 15 ans, en 1960, il a commencé à faire du mannequinat et gagnait 100 $ par semaine. Mais lorsqu'il a rejoint la Garde nationale en 1967, il a abandonné ses contrats. Il s'est entraîné pendant 48 week-ends chaque année et cette discipline est restée avec lui.
En fait, la difficulté de frapper aux portes et de faire face au rejet l'a façonné. Il a essuyé plus de 20 auditions infructueuses avant que quelque chose ne se produise enfin. Ses premières publicités étaient mal payées, 500 $ au plus, mais il a continué. Il attribuait cela à son éducation. Ses parents ne criaient jamais. Ils jugeaient ça, c'est les gens par leurs dernières mauvaises décisions, pas par leurs meilleures excuses. Mais un souvenir aurait resté avec lui plus que tout. Vers 1955, alors qu'il n'avait que 10 ans, Tom a failli se noyer. Il nageait au lac Sherwood, un immense lac en Californie, lorsqu'il s'est trop aventuré dans les eaux profondes. Il a paniqué. Son père a plongé et l'a sorti juste à temps. Ce moment est resté gravé dans sa mémoire. Même dans les films, des décennies plus tard, il évitait les stunts de natation. Dans Quigley Down Under, tourné en 1990, il était terrifié à l'idée de sauter dans l'océan. Et la peur ne l'a jamais quitté. Chunk 3. Étrangement, en 2015, son nom a de nouveau fait les gros titres. Cette fois, pour avoir pris de l'eau d'une borne d'incendie afin de maintenir sa ferme d'avocats. En vie pendant la sécheresse en Californie. Il a dû payer plus de 21 000 $ d'amende. Mais, sous tout cela, se cachait toujours cet enfant de 1955, terrifié par l'eau et craignant de se noyer à nouveau. L'université ne s'est pas non plus déroulée comme il l'espérait. En 1963, Tom a rejoint le Los Angeles Valley College grâce à une bourse de basketball et a obtenu une moyenne de 15 points par match lors de sa première année. Mais la liberté l'a rattrapé. Il a séché les cours, fait trop la fête et s'est concentré davantage sur le beach volley que sur les livres. En 1965, sa moyenne générale est tombée à 1,8 et il a abandonné ses études. Des années plus tard, il a admis que c'était une occasion gâchée. Ce qui le hantait le plus, c'était le sentiment de ne pas savoir qui il était. Son entraîneur a dit un jour qu'il aurait pu devenir professionnel au basketball, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi quelque chose de plus difficile. Il a choisi Hollywood. Il a essayé de se faire transférer à l'USC, mais a dû suivre des cours de rattrapage à cause de ses notes. Il a même eu des ennuis une fois pour avoir volé la mascotte d'une autre équipe comme une farce. Il a failli être expulsé, mais ce faux pas, ce sentiment de honte, est devenu un moteur. Lorsqu'il est finalement entré à l'USC en 1965, il a continué à jouer le rôle d'un athlète. Mais autre chose se préparait. Il a commencé à se faufiler dans les cours d'art dramatique. Un jour, le professeur John Houseman l'a repéré lors d'un monologue et l'a encouragé à essayer le vrai théâtre. Cela ne s'est pas bien passé. Lors de sa première pièce de théâtre, il s'est figé en coulisses et a vomi à cause du trac. Mais il n'a pas abandonné. En 1967, il avait joué dans plusieurs productions universitaires, dont une qui impliquait une scène de nu, ce qui a attiré 500 manifestants en colère sur le campus. Il jouait toujours au basketball, avec une moyenne de 12 rebonds par match, mais il séchait les entraînements pour les répétitions. Ses coéquipiers ne comprenaient pas, son entraîneur non plus. Mais Tom ne pouvait pas s'en empêcher. Il était attiré par le métier d'acteur comme si c'était la seule chose qui pouvait le sauver. Chunk 4. En 1967, juste au moment où les choses commençaient à changer, est arrivé l'appel sous les drapeaux. Tom a rejoint la garde nationale de l'armée de Californie et a servi jusqu'en 1973. Il est passé de simple soldat à sergent. Son unité, le 160e régiment d'infanterie, s'est entraîné à Fort Ord sous une chaleur torride. Il a obtenu un insigne de tireur d'élite et a même sauvé un jour un camarade soldat d'un incident avec une grenade. En 1969, il y a eu une frayeur. Son unité a failli être déployée au Vietnam, mais les protestations dans son pays ont changé le plan. Au lieu de cela, il a été envoyé pour faire des patrouilles pendant les émeutes de Watts. Pendant cette période, il s'est laissé pousser la moustache, qui allait devenir sa marque de fabrique. Cela a commencé comme une rébellion silencieuse contre les règles de la coupe nette de l'armée, mais c'est devenu sa signature. Après avoir quitté la garde en 1973, Tom s'est lancé dans le mannequinat
et les publicités pour survivre. Son premier vrai contrat a été une publicité pour Pepsi en 1967 où il est apparu torse nu et n'a gagné que 100 $. Il a également fait des publicités pour des cigarettes, fumant à cheval, pour Salem. Cela a provoqué une réaction négative de la part des groupes anti-tabac. Lors d'une publicité pour Chiquita Banana en 1968, un singe l'a mordu et il a eu besoin de 12 points de suture. Malgré ce cas-là, la publicité a été diffusée à 50 millions de personnes. Mais cette attention a eu un coût. Les gens le voyaient comme un simple joli visage. Les directeurs de casting ne le prenaient pas au sérieux. Il a filmé plus de 20 publicités avant 1970, mais n'a pas réussi à décrocher des rôles d'acteurs importants. Cela le frustrait. Il a même brûlé ses vieilles photos de mannequins dans un feu de joie en 1980, jurant qu'il n'y retournerait jamais. Peu de gens le savent, mais Tom a autrefois rêvé de devenir architecte. Son grand-père a conçu des bâtiments pour Ford dans les années 1920 et Tom dessinait des plans pour le plaisir. En 1962, il a esquissé un gratte-ciel à énergie solaire avant même que cela ne soit courant. Il a même participé à un concours de l'USC en 1965 et a remporté le 3e prix. Mais les mathématiques n'étaient pas son point fort. Il a échoué 2 fois en calcul et a dû abandonner ce rêve. Ses professeurs se moquaient de ses erreurs de calcul. L'embarras l'a anéanti, alors il s'est tourné vers le métier d'acteur en dernier recours. Chunk 5. Des années plus tard, en 1988, il a aidé à concevoir son propre ranch de 65 acres. Cette partie créative de lui n'a jamais complètement disparu. Même sa toute première apparition à l'écran en 1965 a été humiliante. Il a participé 2 fois au jeu de rencontre et a perdu les 2 fois. Mais ses moments maladroits lui ont appris à rester calme devant la caméra. Il a utilisé les 50 $ qu'il a gagnés pour acheter de la bière à ses amis. De là, il s'est lancé dans les publicités, mais il était toujours rejeté de toutes parts. Sa taille le faisait paraître trop intimidant pour les rôles romantiques. De 1965 à 1970, il s'est soutenu financièrement en faisant du mannequinat dans des catalogues, posant même en sous-vêtements pour seulement 10 $ la séance. Il a dit un jour que ces années lui avaient fait tout remettre en question. Sa première vraie percée au cinéma est survenue en 1970 dans Myra Breenidge, où il a joué un type silencieux et séduisant aux côtés de Mae West, âgée de 77 ans. Elle l'a personnellement choisi, mais le film a été un désastre. Il n'a rapporté que 3 millions de $ et a été démoli par les critiques. Ses scènes ont été réduites à quelques secondes et il s'est senti embarrassé. La même année, il a fait un film d'horreur, Daughters of Satan, pour seulement 200 $. À un moment donné, West a exigé qu'il porte des pantalons plus moulants sur le plateau, ce qui a causé des tensions. Même s'il travaillait, en 1975, il était endetté de 10 000 $. Il a continué à faire des publicités pour le savon Safeguard, le dentifrice Close-Up, mais elles ne rapportaient que quelques centaines de dollars. Ce n'était pas suffisant. En 1971, il a joué dans The 7 Minutes, réalisé par Russ Meyer. C'était son premier film majeur et il a eu un prix. Il avait une scène de nu qui a duré plus de 2 minutes. Sa famille conservatrice à Détroit a été choquée. Sa mère a pleuré. Il a gagné 1 500 $ pour le rôle, le plus qu'il ait jamais gagné à l'époque. Mais il l'a regretté plus tard. Il a qualifié Zoa de porno soft et a dit que cela avait presque ruiné sa carrière. Il a recommencé à perdre des auditions, y compris une chance d'être dans Le Parrain. Sa dette a augmenté. Pour joindre les 2 bouts, il a travaillé comme charpentier pour 4 $ de l'heure et a même suivi une thérapie en 1973 pour faire face à l'anxiété. Chunk 6 OA. L'un des rejets les plus douloureux est survenu en 1973. Il a été choisi pour jouer dans Les Feux de l'amour. Mais 2 semaines seulement avant la diffusion de l'émission, il a été renvoyé. Ils ont dit qu'il était trop grand et trop masculin. Il avait déménagé à Los Angeles avec seulement 500 $ et maintenant il était de retour à la case départ.
Pendant 6 mois, il a été au chômage, vivant de 50 dollars par semaine grâce au chèque du gouvernement. Ce rejet l'a plongé dans la dépression. Il a commencé à boire trop. Il a pensé que c'était peut-être fini. Des années plus tard, les créateurs de l'émission se sont excusés, mais à l'époque, cela l'a presque brisé. Malgré tout, il a continué. Tom Selleck n'avait que 29 ans en 1974 lorsque quelque chose d'important s'est enfin produit. Il a obtenu un rôle dans un feuilleton populaire appelé Les Feux de l'amour. Il a joué le rôle du Dr. Alan Samuelson et est apparu dans 6 épisodes jusqu'en 1975. Pour lui, c'était une percée majeure. Après des années à ne faire que des publicités, mais cela n'a pas duré. Les scénaristes ont coupé son personnage, disant qu'il n'y avait pas assez d'alchimie avec les autres. Ce genre de rejet a été profondément ressenti, surtout pour quelqu'un sans formation d'acteur formel. Il n'était arrivé au métier d'acteur que par hasard après avoir fait des publicités pour Pepsi. Malgré tout, cet échec ne l'a pas brisé. Cela l'a poussé à prendre des cours d'art dramatique au sérieux. En même temps, il jonglait avec les auditions et servait même dans la Garde nationale, où il a obtenu le grade de sergent. Il n'avait même pas d'agent. Il a obtenu ce rôle simplement en étant persévérant tout en travaillant dans un magasin de vêtements pour survivre. Ce court rôle lui a donné quelque chose de plus important que la célébrité. Il lui a donné une leçon de survie. En 1978, il pensait que les choses étaient enfin en train de changer à nouveau. Il a joué Oren Sackett dans The Sacketts, un western en 2 parties qui a été diffusé en mai 1969. Il y avait une solide distribution avec des noms comme Sam Elliott et Glenn Ford. Chunk 7. Selleck a écrit lui-même tous ses textes et a apporté une véritable expérience de ranch au rôle. Mais même avec tout cela, l'émission n'a pas bien marché. L'audience était faible. Il avait alors 33 ans et a qualifié cela de l'un des 6 pilotes où a été raté avant que Magnum ne change tout. Malgré tout, il a continué. L'histoire traitait de grands thèmes comme les tensions raciales à Santa Fe en 1869. Selleck a tourné par mauvais temps au Nouveau-Mexique avec des tournages dépassant le budget. Les critiques ont apprécié le réalisme, mais le public n'est tout simplement pas venu. À 35 ans, il était toujours coincé dans la même lutte, se demandant si cela allait vraiment arriver un jour. En 1969, il a tenté sa chance avec un téléfilm intitulé Concrete Cowboys. Il a joué le rôle d'un camionneur nommé Will Eubanks, aux côtés de Jerry Reed. Ils étaient 2 vagabonds qui ont été pris pour des détectives. Il a été diffusé en octobre de cette année-là. Selleck a réalisé ses propres cascades, y compris une dangereuse poursuite en camion qui l'a laissé meurtri et avec une entorse au poignet. Il a dit plus tard que ses petits, tout rôle, lui avaient appris le typage et la difficulté à percer. Le film a été tourné en seulement 21 jours à Nashville et comprenait des caméos musicaux, mais les critiques l'ont qualifié d'oubliable. Il n'a gagné que 10 000 $ et le rêve semblait encore loin. En 1976, avant tout cela, il avait auditionné pour Drôles de dames, mais le producteur a dit qu'il était trop inconnu. Ce rejet a fait plus mal que la plupart. Il avait déjà subi une humiliation publique à 2 reprises en perdant au jeu de rencontre en 1965 et de nouveau en 1967. Être de nouveau refusé pour une émission aussi importante l'a fait tout remettre en question. Mais au lieu d'abandonner, il a redoublé d'efforts. Il s'est inscrit à des cours de chant et de danse. Il venait d'être abandonné par le programme Fox New Talent et vivait de publicité, tout en étant en probation académique à l'USC. Il a regardé d'autres acteurs décollés, en particulier Farrah Fawcett, alors qu'il continuait à entendre non. Sa taille de 1,93 n'aidait pas. Les producteurs ont dit qu'il ne s'intégrait pas à la plupart des ensembles. Il était également fauché, mais il n'a pas abandonné. Chunk 8. Il a continué à se présenter. Puis, en 1980, tout a changé. Après des années de rejet, il a décroché le rôle principal dans Magnum. Il a battu plus de 100 acteurs, dont Kevin Kline et Jeff Bridges.
Il a dû déménager à Hawaï pour l'émission et tourner dans des conditions difficiles avec des journées de 12 heures, une chaleur constante et des moustiques qui ont ruiné des scènes. Il a failli abandonner après le pilote en raison de désaccords créatifs, mais une réécriture de dernière minute a sauvé le tout. Ce rôle a transformé sa vie. Il est passé de 500 $ par publicité à 500 000 $ par saison en 1945. La moustache, les chemises hawaïennes et même l'accord avec Pepsi ont tous fait partie du personnage. Il s'est approprié ce look. Cela lui a coûté des offres de films, mais cela l'a rendu inoubliable à la télévision. L'émission a été diffusée pour la première fois le 11 décembre 1980 avec 26 millions de téléspectateurs. Selick avait insisté pour remplacer une Jeep par une Ferrari rouge, disant que cela correspondait mieux à la personnalité du personnage. Cette Ferrari tombait souvent en panne, allant même jusqu'à bloquer l'équipe en 1981, mais elle est devenue emblématique. Elle a également stimulé les ventes de Ferrari en Amérique de 15 %. En 1982, il recevait 10 000 lettres de fans chaque semaine. Il avait appris à conduire une voiture à boîte manuelle juste pour ce rôle et avait même fait certaines des cascades lui-même. La plaque d'immatriculation Robin 1 était une petite touche, mais elle ajoutait du charme. En 1983, son visage était apparu sur 50 couvertures de magazines. Malgré tout, les choses n'étaient pas parfaites. Il s'est souvent heurté au créateur de l'émission. En 1982, il a menacé de quitter le plateau à cause d'un scénario sur le SSPT de Magnum. Il voulait que l'histoire ait plus d'humour, plus de cœur. Cette dispute s'est terminée par une réécriture qui a rendu l'émission plus profonde. La même année, il a remporté l'Emmy du meilleur acteur principal, prononçant un discours larmoyant qui remerciait son équipe. L'émission a attiré en moyenne 20 millions de téléspectateurs, mais pendant les saisons 3 à 5, ces changements ont fait grimper ce nombre de 10 %. Dans les coulisses, il a même fait renvoyer un scénariste pour empêcher un personnage principal d'être tué. Ce n'était pas facile, mais cela a fonctionné. Mais en 1981, alors que Magnum était en pleine ascension, il a fait un choix douloureux. Il a refusé le rôle d'Indiana Jones. Chunk, 9. Steven Spielberg le lui avait proposé après une audition secrète, mais son contrat avec CBS ne lui permettait pas d'accepter. C'est donc Harrison Ford qui l'a remplacé. Les Aventuriers de l'Arche perdue est sorti le 12 juin 1951 et a rapporté 349 millions de dollars dans le monde entier. Selick a déclaré plus tard qu'il regrettait chaque jour d'avoir refusé. Les images de test ont été détruites pour éviter les fuites, mais ce moment l'a hanté. Cela lui a coûté environ 50 millions de dollars de revenus manqués. Il a parodié le rôle dans un épisode de Magnum en 1945, mais la perte est restée avec lui. Lorsque Magnum P s'est terminé le 1er mai 1998, il est parti avec 57 millions de téléspectateurs. C'était plus que le Super Bowl de cette année-là. Selick avait écrit lui-même l'histoire. Elle montrait Magnum se faire tirer dessus, entrant dans des limbes oniriques et retrouvant sa fille. C'était personnel. En 1986, il a failli mourir dans un hélicoptère. Il a utilisé ce souvenir pour écrire la finale. L'épisode comprenait 15 références aux saisons passées. Il a même réalisé certaines scènes lui-même. Il a coûté 2 millions de dollars à produire et de vrais Navy Seals ont été amenés pour plus de précision. Les fans ont eu peur lorsque des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Magnum allait mourir. Et CBS a reçu 100 000 lettres avant la diffusion de l'épisode. Mais après sa diffusion, 95 % des téléspectateurs ont déclaré qu'ils étaient satisfaits. Cela a cimenté sa place dans l'histoire de la télévision. En 1989, il a joué dans Son alibi. C'était censé montrer son côté romantique, mais c'est un échec. Il n'a rapporté que 18,7 millions de dollars au box-office, à peine au-dessus de son budget de 15 millions de dollars. Les critiques l'ont détesté. Roger Ebert l'a qualifié de ridicule. Selick avait improvisé des scènes, dont une avec un arc et une flèche qui s'est terminée en catastrophe. Il y avait même des allusions subtiles au fait que son personnage avait des connotations homosexuelles, ce qui était inhabituel à l'époque. Le film ne correspondait pas à son image machiste de Magnum.
C'était censé être une comédie amusante, mais cela n'a fait que rappeler aux gens à quel point la gloire pouvait s'estomper rapidement. Chunk, 10. Cet échec l'a renvoyé vers les westerns. Mais en 1987, 2 ans plus tôt, il avait déjà prouvé qu'il pouvait encore attirer les foules. 3 hommes et un bébé a été un énorme succès. Réalisé par Leonard Nimoy, il a rapporté 167 millions de dollars aux États-Unis et 240 millions de dollars dans le monde entier. Il est devenu le plus grand succès de 1997. La suite en 1990 a également bien marché. Mais dans les coulisses, les choses étaient tendues. Il s'est disputé avec Ted Danson au sujet du contrôle créatif. Le drame s'est poursuivi dans le deuxième film, où le fait de devoir s'occuper d'enfants sur le plateau a rendu les choses encore plus difficiles. Malgré tout, ces films l'ont rendu à nouveau finançable, même s'ils ont commencé à le typifier. En 1990, il a essayé quelque chose de différent avec Quigley Down Under. Il a joué le rôle d'un tireur d'élite dans l'Australie des années 1880. Le film a été salué, mais n'a pas beaucoup rapporté, seulement 21 millions de dollars sur un budget de 20 millions de dollars. Il avait été destiné à Steve McQueen ou Harrison Ford. Selick s'est entraîné avec un fusil personnalisé et a effectué de véritables tirs à longue distance dans le désert. L'intrigue a abordé des thèmes sombres comme le nettoyage ethnique, le personnage de Selick refusant de chasser les peuples indigènes. Il a tourné par une chaleur intense et un épuisement. Cela a montré une autre facette de lui et l'a aidé à s'investir davantage dans les rôles de western. Des années plus tard, en 2005, il a entrepris quelque chose de plus sombre. Il a commencé à jouer dans les téléfilms Jesse Stone sur CBS. Ceux-ci étaient basés sur des romans et le montraient comme un flic brisé aux prises avec une addiction. Le premier a attiré 15 millions de téléspectateurs. Il a joué, produit et même écrit des parties d'entre eux. Son vrai chien est apparu dans des scènes. Les histoires abordaient des sujets lourds comme la maltraitance des enfants et le divorce. Il a tourné dans le froid glacial de la Nouvelle-Écosse, parfois par 20 degrés. En 2015, 9 films avaient été diffusés. Plus de 100 millions de personnes les avaient vus. Il a admis plus tard que le rôle reflétait ses propres luttes pendant les années 2000. De 1996 à 2000, il a également fait une apparition dans Friends, jouant le rôle de Richard Burke, le petit ami plus âgé de Monica. Chunk 11. C'était censé n'être qu'un seul épisode, mais les fans l'ont tellement aimé que cela s'est transformé en 10. L'écart d'âge entre eux a causé beaucoup de tensions dans l'émission, et la jalousie de Chandler est devenue une blague récurrente. Il a improvisé certaines scènes, comme celle du rasage de la moustache en 1997. Lorsque le couple s'est séparé parce qu'il ne voulait pas d'enfants, les fans ont été dévastés. Quand il est revenu en 2000, cela a permis à des millions de personnes de faire leur deuil. Cela l'a rendu plus populaire auprès d'un public plus jeune, même si cela l'a typifié à nouveau. Puis, en 2010, il a assumé ce qui allait devenir son rôle le plus long. Il est devenu Frank Reagan, le commissaire de police de New York dans Blue Bloods. L'émission a été diffusée pour la première fois le 24 septembre et a duré jusqu'en 2024. Il est apparu dans 293 épisodes. Dès le début, il a insisté pour inclure des scènes de dîner en famille. Il a dit que cela lui rappelait sa propre éducation catholique. Il a même dit aux producteurs qu'il démissionnerait s'ils essayaient de supprimer ces moments. Ce contrôle créatif découlait de son contrat de 200 000 $ par épisode. Ces scènes de dîner ont fini par être les moments les plus émouvants de l'émission et ont aidé à maintenir les téléspectateurs en haleine. Le tournage à New York n'était pas facile. Il a refusé de tourner dans des villes moins chères, comme Toronto. Cela a ajouté 1,5 million de dollars au budget de chaque saison. En 2018, les longues journées sur des rues irrégulières ont commencé à se faire sentir. Il avait mal au dos, de l'arthrite et s'est même effondré sur le plateau en 2021 après un tournage de 16 heures.
Il a évité les analgésiques et s'est tourné vers le yoga pour se rétablir. Les fans se sont inquiétés quand ils l'ont vu boiter en 2023, mais il a dit que c'était exagéré. Même avec la douleur, il n'a jamais cessé de se battre pour l'authenticité. Mais en mai 2024, il s'est passé quelque chose qui l'a brisé. CBS a annoncé que Blue Bloods se terminait, même si elle comptait encore 9,5 millions de téléspectateurs et était numéro 1 le vendredi soir. Il était furieux. Il a accusé la chaîne d'ignorer la valeur de syndication de 3 milliards de dollars de l'émission. À 69 ans, il a exigé une série dérivée axée sur la retraite de Frank Reagan. Il a même dit qu'il intenterait une action en justice s'il l'ignorait. En août 2025, rien n'avait été finalisé, mais il a dit qu'il n'avait pas fini. Chunk, 12. Il a dit « J'ai 80 ans et je suis plus féroce que jamais ». Tom Selleck n'était pas une star lorsqu'il a rencontré Jacqueline Ray. C'était le 15 mai 1971 et il n'était qu'un autre acteur en difficulté qui espérait sa grande chance. Elle était déjà mannequin et mère d'un petit garçon nommé Kevin, né en 1966. Ils se sont rencontrés lors d'un rendez-vous à l'aveugle et quelque chose s'est produit. Bientôt, ils se sont mariés. Tom a adopté Kevin et l'a élevé comme son propre fils. À l'époque, il semblait former une famille heureuse, mais tout a changé lorsque la célébrité a fait irruption dans leur vie. En 1980, Tom a décroché le rôle de Thomas Magnum dans Magnum Pays. L'émission a été tournée à Hawaï et l'a transformé en un nom familier presque du jour au lendemain. L'attention, le courrier des fans, la façon dont les femmes s'évanouissaient devant lui sur le plateau, c'était trop. Les rumeurs ont commencé à se répandre. Certains ont affirmé que Tom avait des relations avec des femmes sur l'île. Les murmures ont profondément blessé Jacqueline. Elle a commencé à avoir l'impression d'avoir perdu l'homme qu'elle avait épousé. Après 11 ans de vie commune, elle a demandé le divorce en 1982. Tom a admis plus tard que cela l'avait brisé. Il a qualifié cela de la pire chose qui lui soit arrivée. Il est devenu déprimé. Il avait l'impression que la célébrité avait volé quelque chose de trop précieux pour le récupérer un jour. Pourtant, curieusement, Jacqueline est apparue dans quelques épisodes de Magnum P.I. même après le divorce. Elle s'est finalement remariée en 1992. Kevin, leur fils, est resté en contact avec Tom et a continué à travailler dans la musique et le théâtre. Puis, il s'est passé quelque chose d'étrange. En 1983, alors qu'il tournait un film à Londres, Tom s'est retrouvé à regarder la comédie musicale Cats à Broadway. Pas seulement une fois, il y est allé encore et encore. Les gens trouvaient cela bizarre. Pourquoi un grand acteur américain allait-il voir une comédie musicale autant de fois? La réponse était Jilly Mack. Elle était danseuse dans le spectacle, jouant le rôle de l'énergique Rumple Teaser. Chunk, 13. Tom était épris. Il l'a invité à dîner. Et juste comme ça, une nouvelle histoire a commencé. En 1944, Jill avait déménagé à Hawaï pour être plus proche de Tom. Elle était à ses côtés lors d'événements. Même lorsqu'il a obtenu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1986, malgré leur différence d'âge, il avait 38 ans et elle 25. Leur lien s'est renforcé. Le 16 décembre 1948, ils ont eu une fille, Hannah Margaret Selleck. Jill a quitté sa carrière pour se concentrer sur l'éducation de leur famille, ce que Tom appréciait plus que les mots ne pouvaient le dire. Cette deuxième chance semblait différente. Elle semblait réelle. Mais même leur mariage ne s'est pas déroulé comme prévu. Le 7 août 1987, ils se sont enfuis dans une petite chapelle ouverte 24 heures sur 24 près du lac Tahoe. Ils ont utilisé de faux noms, Tom Jenkins et Susie Mark, essayant de garder le tout secret. Seules quelques personnes étaient présentes. À la dernière minute, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié le permis de mariage. L'officiant a dû se rendre jusqu'à Reno pour l'obtenir. Ils ont attendu tranquillement dans une pièce sombre avec de la fausse herbe sur le sol. Lorsque le révérend RSS est revenu, la cérémonie a eu lieu. Pas de photos,
Pas de presse, juste des polaroïdes et une célébration tranquille. Ce moment a façonné la façon dont Tom a vécu le reste de sa vie avec autant d'intimité que possible. En 1988, il a choqué tout le monde en quittant Magnum PI au sommet de son succès. Au lieu de courir après d'autres rôles, il a acheté un ranch d'avocats de 63 acres dans le comté de Ventura. Il appartenait autrefois à Dean Martin. C'est là qu'il voulait élever sa fille. C'est là qu'il voulait être loin des caméras. Il a travaillé la terre lui-même, faisant des corvées, réparant des routes et s'occupant des arbres. Il a dit qu'il avait besoin d'une vie tridimensionnelle, pas seulement de lumière et de scénario, pas seulement d'applaudissements. Les années ont passé. En juillet 2015, pendant la sécheresse historique de la Californie, Tom a fait face à un autre type de projecteur. Chunk 14. Le district de l'eau l'a accusé de voler 1,4 million de gallons d'eau pour maintenir son ranch d'avocats en vie. Les enquêteurs ont suivi un camion-citerne qui a fait 12 voyages à une borne d'incendie public. Tom a dit qu'il ne savait pas que le chauffeur faisait cela. Il a réglé l'affaire à l'amiable pour 21,85 $. Malgré tout, les gens l'ont critiqué. Certains ont même fait des blagues sur Magnum qui volait de l'ESA. Cela a nui à son image, mais il est resté silencieux. Puis, en 2024, il a fait une autre surprise. Dans ses mémoires, You Never Know, Tom a admis qu'avant d'épouser Jill, il était émotionnellement fermé. Il s'est qualifié de personne volage en matière d'amour. Entre 1967 et 1982, il a eu de courtes aventures et n'a pas pris les relations au sérieux. Il a même ghosté quelqu'un après avoir décroché un petit emploi commercial. Il a brièvement fréquenté Mimi Rogers en 1982, mais y a mis fin à l'improviste. Son honnêteté a choqué les fans qu'il avait toujours considéré comme le héros romantique idéal. Il y a eu aussi d'autres controverses. Dans les années 1990, Tom a ouvertement soutenu la NRA. Il a rejoint le conseil d'administration en 1998. Après la tragique fusillade de Colleen en 1999, il s'est engagé dans une dispute houleuse en direct à la télévision avec Rosie O'Donnell. Des manifestants se sont présentés à ces événements. Certains fans se sont retournés contre lui. Il a dit dans une interview en 2000 que ses opinions politiques lui avaient coûté des rôles. En 2024, il a révélé qu'il possédait toujours environ 20 armes à feu, dont beaucoup provenaient de ses films de cow-boy. Le fossé entre son personnage de flic à l'écran et ses opinions dans la vie réelle est devenu difficile à ignorer pour les gens. Et puis vint une autre surprise. Dans une interview de 2024 avec Kelly Clarkson, Tom a dit qu'il détestait en fait les avocats. L'homme qui possédait une immense ferme d'avocats ne supportait pas le goût. Il a dit que cela remontait à son enfance dans les années 1960, lorsque quelqu'un l'avait forcé à en manger. Il les a qualifiés de bouillies visqueuses. La ferme, il s'avère, n'a jamais concerné les fruits. Il s'agissait de paix et d'espace. Chunk 15. Il ne gère même pas la ferme lui-même. Il embauche des personnes pour le faire. Malgré tout, elle rapporte environ 50 000 $ par an et il fait don d'une grande partie des produits aux anciens combattants. En 2023, Tom et Jill ont discrètement renouvelé leurs vœux à leur ranch de Ventura. Il n'y a pas eu de presse, pas de grandes révélations, juste une célébration tranquille. Presque 4 décennies après leur mariage. En 2025, ils étaient ensemble depuis 37 ans. Leur fille Anna est également restée loin d'Hollywood. Elle a grandi entourée de chevaux et de nature, pas de caméras qui clignotent. Aujourd'hui, Tom Selleck a 80 ans. Il vit dans la même maison. Il ne possède toujours pas de smartphone. Il évite les médias sociaux. Il écrit des scénarios sur une machine à écrire. Quand il sort, les paparazzis le reconnaissent le connaissent à peine. Le 14 juillet 2025, quelqu'un a pris une photo de lui à Los Angeles avec de longs cheveux gris et une barbe, tenant un McDonald's après une séance de gym. Il ressemblait à n'importe quel homme âgé faisant des courses, mais sous tout cela se cache un homme qui a autrefois foulé des tapis rouges, refusé des millions et choisi l'amour plutôt que les lumières.